Bonjour à tous, aujourd'hui avec Ahmed Korchi qui a arbitré le Contender 22 qui vient de se terminer cette semaine. Ahmed, bonjour. Bonjour Frédéric. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Ahmed, eh bien Ahmed c'est ni plus ni moins qu'une autorité, quelqu'un de connu dans le milieu, puisqu'il, outre sa fonction d'arbitre, il est quand même président du comité français de grappling. Il est responsable, bien sûr, national d'arbitrage. Il est formateur d'entraîneur de grappling et bien sûr entraîneur de grappling. Pour le cursus, on l'a vu au championnat bien sûr au Contender, au 100% Fight, mais on l'a vu aussi au SHC, au World Combat Game de la FILA. On l'a vu également former des arbitres et autres et au Strength of Honor Championship en Suisse. Alors donc Ahmed, je te redis bonjour. Bonjour. Ahmed, je voudrais qu'on revienne sur ce Contender 22. Quelle a été ton opinion de cet événement? Alors le Contenders 22, en fait je le redis parce que je l'ai dit à plusieurs personnes, à tout le monde qui était là déjà présent, c'est un gros événement et en fait ce que j'aimerais souligner c'est que les événements de Hatch et le niveau français ne fait qu'augmenter. Voilà, ça fait qu'augmenter d'événement en événement, les événements sont de mieux en mieux, l'organisation elle est mieux préparée, tout est super. Et même les athlètes ils sont super forts et le niveau français il augmente énormément et mes arbitres aussi ils sont très très bons maintenant. Voilà. En termes de qualité sportive, c'est vrai qu'on s'est retrouvé une présence, j'ai noté beaucoup de lutteurs. Alors la lutte c'est quand même une partie très intégrante du MMA. C'est une base très très solide du MMA. La preuve c'est que à l'UFC quasiment tous les champions qui ont la ceinture sont issus de la lutte. Ken Velasquez il vient de la lutte, John Jones aussi, Chris Weidman aussi, Hendricks vient de la lutte aussi. Ensuite Anthony Pettis, je crois qu'il vient de la boxe thaï, je suis pas sûr. En dessous, en 66 kg, Dielacho il vient de la lutte aussi. Voilà, c'est des monstres. Les lutteurs, c'est des monstres en MMA. Alors pourquoi? C'est parce que le MMA, étant donné que c'est issu de plusieurs sports, donc il y a différentes dimensions. Il y a du pied-point, il y a de la lutte, il y a du travail au sol avec des soumissions. Mais le truc qui se passe aujourd'hui, c'est que pendant un long moment, c'était des Brésiliens ou les gens issus du jiu-jitsu brésilien qui avaient une domination au sol parce que les règles étaient différentes, on avait le droit au coup de pied à la tête, on avait le droit au stomp, tout ça. Donc le travail au sol n'était pas pareil, c'est-à-dire un lutteur qui est souvent sur les genoux, la tête en avant, il est proie à des coups de pied à la tête. Donc maintenant, comme au sol c'est interdit, c'est différent. Donc quand on est à genoux, tête en avant, généralement on est fort. Et surtout pour maîtriser un athlète, un lutteur il a des bonnes amenées au sol et une fois qu'il est au sol il est très très stable. C'est difficile de le renverser, difficile de le soumettre, c'est très puissant et il ne reste plus qu'à arroser en grand pas. Voilà. Concernant l'arbitrage du Contender, est-ce que tu as noté des choses? Est-ce que c'était un bon arbitrage global de cet événement? Alors il n'y a eu aucune polémique, aucune erreur d'arbitrage, les arbitres ont été parfaits, Patricio a été super, Suzy aussi, Mohamed a ouvert le bal en arbitrant le premier combat et il a terminé avec le main event. Franchement je suis très très content du niveau des arbitres qui ne fait aussi qu'augmenter et constamment on se remet en question et on apprend de nos erreurs nous aussi. C'est comme un compétiteur il fait des compétitions, peut-être que ses premières compétitions il n'est pas très bon et au final s'il lâche pas l'affaire, s'il continue à se perfectionner, il finit par être un champion. Les arbitres c'est la même chose, ça nous est déjà arrivé de faire des erreurs, on n'est pas à l'abri non plus encore de prochaines erreurs. On y travaille pour ne pas les faire, mais on ne fait que perfectionner et l'arbitrage a été parfait ce jour-là. Voilà. Quand nous on a vu, c'est vrai qu'on a vu un arbitrage qui était vraiment excellent au Contender. Je voudrais savoir une question un peu plus personnelle. Dis-moi, qu'est-ce qui pousse un arbitre occupé comme toi à diverses activités, président du conseil, président de divers organismes, etc. Qu'est-ce qui te pousse à encore participer en tant qu'arbitre à des contenders, à des événements, disons-le, un peu de moindre importance? Qu'est-ce qui te pousse à le faire? La passion? Ouais, alors c'est vrai que généralement on commence par être pratiquant, c'est-à-dire soit compétiteur, soit arbitre. On commence sur le terrain, puis après on grimpe, on prend des responsabilités, puis après on disparaît un peu dans l'administration, on gère un petit peu, on tire les ficelles un peu d'en haut, et voilà, on est un
peu le chef d'orchestre à partir de là-haut et après on n'est plus sur le terrain, c'est vrai. Mais en fait, moi, j'oublie pas quand même que ma première passion, c'était l'arbitrage. Alors, c'est ce qui m'a fait évoluer jusqu'à devenir président. C'est ce qui a fait que j'ai pris des responsabilités. Mais sans l'arbitrage, j'aurais pas eu ces responsabilités. Ma première passion, ça reste ça. Après, le truc, c'est que on a besoin de moi sur le terrain parce qu'on manque d'arbitres et on manque de bons arbitres. Et moi aussi j'ai besoin d'être sur le terrain pour être au contact du public. Voilà. Donc moi, même si j'augmente au niveau des responsabilités, même si je suis très occupé à gérer plein de choses, énormément de choses concernant le grappling, concernant diverses choses, voilà, ma passion c'est l'arbitrage et j'aime bien être au cœur du sujet, être au milieu des athlètes et tout. Et je sais que mon expérience peut leur être très très bénéfique, à la fois pour les athlètes et à la fois pour mes collègues arbitres, avec qui on est quand même une équipe solide et on avance ensemble. Et voilà, donc c'est pour ça. Nous avions discuté, j'ai eu l'honneur de discuter avec toi de ce qui chagrine un peu en ce moment le MMA français avec ce fameux reportage d'M6 sur lequel nous avions assisté et toujours ce problème récurrent d'un homme frappé à terre. Il y a une situation que je voudrais bien que tu nous expliques avec la différence entre un homme à terre et un homme terrassé, parce que je crois que ça explicite beaucoup de choses et il faut te rendre justice, c'est toi qui m'en avais parlé. Donc je voudrais bien que tu en fasses profiter tout le monde parce que vraiment je trouve que là est l'explication. Voilà, alors c'est vrai, on en a parlé, je garde un petit peu mes cartes, mes petits jokers pour essayer de convaincre un petit peu les autorités françaises pour légaliser un jour le MMA en France, pour le faire légaliser un jour. Alors c'est vrai que la dernière fois je t'avais sorti une nuance entre eux, parce que j'entends souvent des gens dire oui mais le MMA est interdit parce qu'on ne frappe pas un homme à terre ou un truc comme ça, parce que ça fait partie des droits de l'homme, tout ça et tout. Donc c'est pas mon opinion en fait, parce que tout est dans le vocabulaire, tout est dans la façon de dire les choses, tout est dans la façon de percevoir les choses. Si tu veux, les gens qui sont là-haut, qui tirent un petit peu, qui gèrent un petit peu, qui managent, même je parle vraiment les hautes instances au niveau du sport, ce sont des gens administratifs. Ils se réfèrent juste à ce qu'ils voient à la télé, à ce que les gens leur rapportent et tout. Ils ne sont pas sur le terrain, ils ne voient pas les choses, ils ne sont pas pratiquants non plus. Parce que souvent, quand quelqu'un, j'ai des collègues au travail, quand ils regardent des UFC, des choses comme ça, ils me disent ah mais c'est violent, mais ça fait mal, mais jamais de la vie et tout. Alors c'est normal, il y a différentes façons de voir un combat, il y a différentes façons et ça c'est ce que je dis aussi dans mes stages d'arbitrage, quand j'ai envie de sensibiliser les arbitres pour les aider justement à devenir de meilleurs arbitres, à devenir très bons dans leur arbitrage, je leur dis écoutez, avant vous regardiez un combat de façon en tant que spectateur. Aujourd'hui, il faut regarder le combat en tant qu'arbitre. En tant qu'arbitre, c'est-à-dire qu'on regarde le combat de manière objective, mais neutre et impartiale. Et tout ce qu'on va regarder, ce sont les actions et juger les actions, uniquement ça. Donc, parce qu'un public qui va regarder le combat avec distraction, c'est leur intérêt. En fait, leur centre d'intérêt, c'est de venir se distraire, regarder des combats et tout. Alors, c'est la façon de regarder d'un combat de la part du public. Ensuite, des supporters. Les supporters d'un combattant, ils vont regarder le combat comme le public, mais mais sans être neutre. C'est-à-dire qu'ils vont regarder, mais en tant que supporters, ils seront ils sont du côté de l'athlète qu'ils soutiennent de toute façon. C'est-à-dire que même si l'athlète qu'ils soutiennent perd le combat équitablement, pour eux, il n'a pas perdu. Voilà, ça c'est des supporters, donc tout le monde est supporter de quelque chose. Vous savez très bien de quoi je parle. Donc voilà, il y a une façon de regarder en tant que spectateur, une façon de regarder en tant que supporter, il y a une façon de regarder en tant que coach. Un coach, il va regarder un combat de manière technique, c'est-à-dire qu'il va regarder la technique de l'adversaire et tout, enfin de l'adversaire potentiel de son athlète. Donc il va regarder le combat d'une façon analytique plutôt, donc en analysant les techniques et la stratégie de combat. Un arbitre va regarder le combat de façon impartiale et équitable, donc voilà. Chaque personne dans le monde du combat, chaque personne qui regarde un combat va le regarder d'une certaine manière avec un certain intérêt. Voilà, on ne regarde pas tous de la même manière. Donc c'est normal que des gens qui ne pratiquent pas la discipline regardent le combat en se projetant eux à la place de la personne qui prend les coups. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est délicat, il faut vraiment comprendre. Donc par exemple, moi, admettons je regarde un match de basket. Voilà, je suis en train de regarder un match de basket et tout, je suis là, je regarde, je sais pas moi, un basketteur actuel qui déchire, peut-être Kobe Bryant ou quelque chose comme ça. Donc je vais regarder le match,
Mais je suis pas assez bête pour me projeter directement en me disant ah mais si je joue contre lui, il va mettre 200 à 0 quoi. Donc c'est normal, il va mettre 200 à 0. Mais si je me projette en jouant contre lui, il faut que je me projette en connaissant la discipline, en sachant faire des paniers, en sachant faire des trucs. Bon, on va me battre quand même, hein. Mais le truc c'est que voilà, si je sais pas du tout faire un panier ou dribbler, mon jugement sera toujours faussé. Vous comprenez? Alors quelqu'un qui s'entraîne pas en MMA, qui connaît pas le sol, qui connaît pas les dimensions, les différentes dimensions, qui sait pas prendre des coups, qui a pas ce mental, tout ce travail qui se prépare en amont avant d'aller sur un ring ou avant d'aller dans une cage, si quelqu'un y va en s'auto-projetant en tant que personne qui prend les coups à la place de la personne qui est au sol et tout, c'est normal que cette personne ne comprendra jamais de quoi il s'agit et aura un jugement faussé. Maintenant, la nuance que je t'avais dit, Fred, par rapport aux définitions, alors je veux bien que les lois françaises disent que, enfin les droits de l'homme, je crois, il s'agit des droits de l'homme, un truc comme ça, quelque chose qui est censé être aussi respecté dans le monde entier, or que dans le monde entier, le MMA est autorisé. Donc quelque part, il y a aussi un bug dans l'histoire. Alors, je veux bien qu'on veuille dire qu'on ne frappe pas un homme à terre, mais il y a une différence entre frapper un homme à terre et frapper un homme qui est terrassé. C'est pas pareil. Alors, on entend bien un homme qui est à terre. Il n'y a pas de notion d'inconscience où il n'est plus dans le combat ou quelque chose comme ça, mais un homme terrassé, il n'est plus dans le combat. Il est terrassé, il a perdu, il est vaincu. Et là, c'est logique, et moi, en tant qu'arbitre, je serai le premier à arrêter un combat si la personne est terrassée. Je serai le premier parce que si la personne n'est plus en mesure de se protéger, si elle est en danger, c'est le devoir de l'arbitre d'arrêter le combat. Voilà. Donc il y a une différence entre être à terre et être terrassé. Pardon. Ça méritait d'être précisé, puisque tu es le premier qui emploie les mots justes, en tout cas pour parler de cette situation. Et donc je tenais à ce que tu le dises. C'est gentil. J'ai une autre question. Tu organises bientôt un stage d'arbitrage, alors parle-nous-en. Ouais, alors le 12 octobre, donc ce dimanche, j'organise un stage d'arbitrage dans les règles du grappling gi, no gi et grappling fight. Alors ça n'a rien à voir avec le MMA. Le grappling fight, c'est une discipline qui est agréée par le ministère des Sports et qui rentre complètement dans la législation française. Donc c'est un sport qu'on développe, que le comité de grappling développe en France. Et donc voilà, on est en pleine structuration de cette discipline. Voilà. Bah, écoute, tu vas en refaire d'autres après, je pense. Tu vas refaire il y en aura d'autres. Et... Oui, il y en aura d'autres. J'en fais généralement une par an. Alors c'est selon le besoin. Celle-là, elle est d'office parce que c'est un stage qui prépare les arbitres pour toute la saison. Alors il faut savoir qu'un arbitre, c'est pareil. Souvent on me dit ah mais le stage il dure combien de temps? Le stage il dure toute ta vie. Les gens qui veulent se mettre à l'arbitrage, le stage il dure toute ta vie. C'est-à-dire j'enseigne les bases d'arbitrage, j'enseigne les principes, les choses comme ça. Donc je vais te guider sur un chemin d'arbitre, mais après c'est l'expérience. Voilà, c'est l'expérience. Ensuite l'expérience ça se travaille et il faut retravailler tout le temps. Moi-même en tant qu'arbitre, j'ai peut-être pas fini d'apprendre encore, certainement. Donc voilà. En tout cas, merci à toi pour toutes ces explications. On va te revoir bientôt dans les shows. Avec plaisir. Le plaisir est partagé. Merci. Merci Ahmed de cette entrevue et puis à très très bientôt. C'est gentil, merci. Mais avant qu'on coupe, j'aimerais remercier déjà Hatch pour tout ce qu'il fait pour le grappling et le pancras et toutes les disciplines qui développent par l'organisation des événements. Donc un grand merci à Hatch. Il faut savoir aussi qu'il y a un détail, c'est que le public, les athlètes qui l'amènent en Belgique pour le MMA, c'est quasiment tous les athlètes qui combattent en pancras, donc ça donne une équité au niveau des lacunes au sol, c'est-à-dire tout le grand pente, tout ce travail-là, ils se retrouvent à l'étranger avec les frappes au sol autorisées, et le fait qu'ils aient les mêmes lacunes parce qu'ils n'ont pas l'habitude de combattre comme ça en France, ça fait que c'est un peu équitable pour eux, ça évite d'aller les envoyer dans des grosses organisations où ils ont déjà l'habitude et voilà, ils se combattent. Donc là c'est bien, merci à Hatch. Merci à Raïd Salah pour le SHC, merci à Hatch de Tours, le Lumpini Club pour ces événements, merci à lui, merci à Thierry Poulain, David Dukanovic pour le FC, merci à Kaelito dans le sud et merci à toutes les régions, tous les coins de la France qui pratiquent nos disciplines et qui ont envie de les développer, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Merci beaucoup, merci à toi Frédéric. Le message est lancé. Puis, merci à tous. Merci Ahmed. C'est cool. À très très bientôt. À bientôt, très bien. Merci.